Par le passé, les rencontres avec le président sont des retrouvailles animées. La distance protocolaire est outrepassée par des élans spontanés. La bonhomie de Benjdid n'a rien d'affecté. Souvenirs de guerre et bons mots créent une ambiance de chaude convivialité. Les anecdotes de Bounfa, Kabran Bounfa, le mettent en gaieté. Épaisse plaisanterie de corps de garde, il en redemande. Certains, en sa présence, en particulier les pitreries de Frizi ou d'El-Garda, ces bouffons, quand il était dans la zone nord en 61 à 62, qui lui arrachent d'incompressibles accès de rire. Je ne sais pas pourquoi une vieille image ressurgit et s'impose. Benjdid assis sur un trône d'arbre, coupé ras, lisant un illustré plein de personnages campés par un dessinateur au crayon alerte. Le héros échappe aux balles, aux embuscades, aux traîtrises et trouve toujours la bonne solution. C'est le passé. Contrairement au passé, ce jour-là, les silences durent. Puis Benjdid se met à parler. Son discours face à ses compagnons, la plupart l'ont côtoyé pendant la guerre de libération nationale, est taché et décousu. Il ne fit aucune allusion à la situation que vit le pays. De temps en temps, il regarde en direction des fenêtres, comme s'il craignait de voir quelqu'un les ouvrir de nouveau. Je suis sur le point de lui souffler dans le creux de l'oreille. Parlez de la situation, Monsieur le Président. Vos compagnons attendent que vous leur disiez quel est votre agenda pour les jours à venir. Pourquoi les avoir réunis? Dites-leur ce que vous attendez d'eux. Vos compagnons, oui, ses compagnons. Plus qu'aucun autre chef militaire avant lui, Benjdid avait fait de la réorganisation de l'armée une priorité de son action. Chacun dans la salle en est conscient et lui en sait gré. Il a fait tant de choses. L'armée statique de Boumediene, conçue en fonction d'une occupation spatiale du territoire pour le contrôle de la population, est devenue une armée moderne dans toutes les acceptations du terme. La centralisation du commandement par la création d'un état-major, la réforme du service militaire, la constitution de grandes unités de combat, le rajeunissement et la professionnalisation de la chaîne de commandement, l'allègement des effectifs des formations de soutien au profit des forces opérationnelles, le règlement des problèmes d'intendance pour une meilleure prise en charge des personnels militaires. Tout cela est à mettre à son actif. Nul ne le sait mieux que moi puisque c'est moi qui propose, élabore et met en œuvre les canevas des transformations qui donnent un autre visage à l'armée. À quoi bon tout cela? Quel avenir pour l'armée nationale? Le bris définitif, la cassure irrémédiable de ce bel outil est au cœur du programme de ceux qui stigmatisent la révolution, ses fondements, ses hommes et ses acquis. Benjdid va d'un sujet à l'autre, pérore sur la démocratie, retourne sur ses pas, fâché quand il perd par moments son fil d'Ariane, la démocratie. Le fil s'est emmêlé dans le labyrinthe compliqué et épineux des projections inabouties, des calculs faussés, des certitudes démenties par la réalité et des mises en garde de ceux qui ne lui veulent que du bien. Kadhafi n'avait pas cessé de le harceler depuis qu'il avait légalisé le fils. Tu ne les connais pas, ils sont capables du pire, rien ne les arrêtera. Tu seras le premier à être égorgé. Tout ce qui se passe dans le pays confirme, point par point, les avertissements du Libyen Mouloud Hamrouch Abdelhamid Mehri, auprès de lui, Rocard et Mitterrand, plus loin, avaient prêché sur un autre registre. Il faut les noyer dans un trop-plein de démocratie. Les partis progressistes, la société civile, la presse libre sont les seuls antidotes aux poisons intégristes. Ils se laissent convaincre d'autant plus facilement que le terrain est puissamment préparé par des redoutables manipulations. En revenant sur ces années où Benjdid est encore souverain, je retrouve les hommes et les ingrédients qui le convainquent que l'islamisme est une simple facette de l'islam. Ils ne s'aperçoivent pas que leur lecture de l'islam est étroite, sectaire et violente. Héros de l'islam, lui décerne Al-Ghazali, l'imam doucereux et envahissant lui explique que l'islam est le levain puissant de la Nahda, le souffle rédempteur qui réveille les morts vivants de l'Atlantique à l'Indonésie. Mais l'islam libérateur est en but au coup conjugué du matérialisme occidental et des nationalistes arabes laïcs et apostats.
Al-Ghazali oublie de dire à son hôte des dîners ramadanesques que l'islam, plus la misère, devient l'islamisme wahhabite, nihiliste, offensif et conquérant par les fausses interprétations du texte coranique et la mort des référents traditionnels. Les théories d'Al-Ghazali, les envolées lyriques de Moulat Qasim Nait Belqasim, les leçons de savoir, comprendre le monde coranique de certains illustres visiteurs saoudiens, le persuadent que si le monde islamique a régressé, c'est parce que les élites politiques des pays d'islam ont été contaminées par le matérialisme et les philosophies positives de l'Occident. Le panarabisme de l'Égypte, le ba'thisme de l'Irak et de la Syrie repose sur une vision qui met au premier plan la recherche du bien-être matériel. Est-ce cela la finalité de l'existence? Pour retrouver le chemin de la puissance, le retour aux fondamentaux de l'islam est nécessaire. Benjdid, victime des éclairages de ses mentors, soumis à un intense lavage de cerveau, évolue. Il affuble son épouse du voile islamique. En février 89, il apparaît à la télévision dans une mosquée de Fès en compagnie des ulama marocains. Cette intrusion dans un sanctuaire prestigieux est destinée à rassurer le mouvement islamiste qui redoute l'évacuation de Dieu et de la charia dans la nouvelle constitution. Il fait le pèlerinage à la Mecque. Lorsque Bouyali, le tueur de Soumra, tombe sous le coup des commandos des services de sécurité, Al-Ghazali fit le soir même un prêche à la télévision algérienne sur les bienheureux qui meurent dans la voie du djihad. Ce que dit le doucero imam salafiste fait couler des larmes dans les chaumières. Les idées de la révolution de novembre, l'indépendance pour la dignité et l'équité sociale ne sont plus des tabous intouchables. Al-Ghazali, son maître à penser, lui fait miroiter une salafia respectueuse du monarque. Al-Ghazali est au bon endroit au bon moment. Le printemps berbère et son cortège d'idées subversives et d'innovations dangereuses, la liberté d'expression, les droits de l'homme, la réappropriation de la langue et de la culture des pères, jettent dans les rues des centaines de milliers de citoyens. Les islamistes, pris en main par la police politique, feront contrepoids au péril berbériste. La légalisation du fils, l'amnistie des condamnés à l'affaire Bouyali et bientôt l'acceptation de l'idée d'une alliance avec leur mouvance pour un partage du pouvoir s'explique par la lente et laborieuse découverte par Benjdid de la galaxie islamique expliquée par Al-Ghazali. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Et quelle eau! Un torrent impétueux a envahi et défiguré les paysages. Les conseillers, l'imam Al-Ghazali et les autres ne sont pas les payeurs. Le payeur, c'est moi. Aurait eu quelques raisons de penser Benjdid. Non, les payeurs, ce sont les Algériens. Que représente le collège des cols blancs, les enragés des réformes qui ne connaissent rien à l'Algérie profonde? Que représente la société civile et les partis démocratiques? En face, sûrs d'eux-mêmes, arrogants et dominateurs, de redoutables démagogues se sont appropriés la bannière de l'islam. Ils alignent 1000 divisions. L'immensité de la responsabilité présidentielle, soudain, s'impose à moi. J'ai un peu pitié de Benjdid. Être président n'est pas seulement assurer la représentation protocolaire et jouir le nirvana de se sentir l'égal de Dieu sur terre. C'est savoir tenir la barre quand la tempête survient. Un mouvement droit devant tire soudain le président de ses pensées. C'est le général Abdelhamid Djouadi qui, debout, sollicite la parole. On n'intime pas le silence à Djouadi. Ce vétéran des combats de la guerre de libération est connu pour son franc-parler. Monsieur le Président, il n'y a rien à attendre de bon des intégristes. Ils ne réussiront qu'une seule chose, conduire le pays à la guerre civile. Benjdid, ramené brutalement à la réalité, ne répond pas. Cette sortie brutale du vieux baroudeur semble le surprendre. Il se lève après un « Eddarsou », balbutié plutôt que prononcé, et met fin à la rencontre. Son départ ressemble à une fuite. Ceux qui sont venus l'écouter restent assis, figés par la stupeur ou par l'indignation. Ils comprennent que le pays n'a plus de président. Quand plus tard on saura qu'au moment même où il demande à rencontrer ses officiers, il négocie en se cachant une fin de mandat
paisible avec le fils. On comprendra les raisons de ce départ très peu protocolaire. A-t-il pensé que nous sommes au courant de ces tractations et que nous les condamnons par la bouche du vétéran Djouadi? Chadli Benjdid, à part la Constitution, un nocher méprisable, selon les intégristes, n'a, pour s'opposer au programme de ces derniers, ni parti politique, ni force populaire de son côté. Dès lors, la cohabitation qu'il envisage est intenable à bref terme. La disparition du socle social qui permet au système de durer et de prospérer, la débandade du FLN et de ses organisations de masse, le désarroi, la panique et l'opportunisme de la classe politique classique, le refus de Benjdid de faire appel aux forces saines du pays et de s'ouvrir franchement à l'armée qui est incontestablement à ses ordres, le conduisent à la compromission. J'ai de la peine à le rattraper dans la cour d'honneur. Il n'attend ni les honneurs des soldats présents pour les lui rendre, ni son ministre de la Défense, qui veut le raccompagner. Le général Hussein Ben Ma'allem, qui est venu avec lui, n'a pas le temps de prendre place dans la voiture présidentielle. Benjdid, pressé de s'en aller, le plante tout simplement là. Je regagne mon bureau, j'ordonne qu'on ne me dérange pas. Je me rends compte, et je m'en désole, que Benjdid perd ce jour une occasion qui pourrait ne pas se reproduire de redresser la barre. L'armée a besoin d'une feuille de route, Yessi Chedli. Ai-je failli crier en pleine réunion? Les regards de certains vieux compagnons, ceux qui le soutiennent lorsque la triste affaire Belloussif le fait douter de la loyauté des hommes et plonger dans la tristesse, posés sur lui, ressemblent à des toises centimétriques. Comment va-t-il faire pour reconquérir sa dimension de chef suprême des armées? État de siège du 4 juin 1991. De jour en jour, la situation devient sérieuse à Alger. Hamrouch décide de faire évacuer les lieux occupés. Les services de sécurité réussissent au 1er mai, mais pour un temps seulement. Ils échouent place des martyrs. Je répète ce que j'ai dit plus haut dans les mêmes termes. Je dois ce jour-là me rendre à la présidence pour une mission précise. Je décide de faire un crochet en ville, suivi d'une seule voiture d'escorte. Place des martyrs, un campement fait des tentes, de couvertures et de pièces d'étoffes diverses offre une image désolante. Le boulevard Hassiba Ben Bouali est blanc de camis. Les deux voitures progressent difficilement. Les manifestants, bandeaux autour de la tête, jeans et pulls sous les camis, vocifèrent à qui mieux. Une rafale part soudain. La deuxième voiture se rapproche de la mienne, pare-choc contre pare-choc, me poussant vers l'avant. Des coups de feu retentissent encore. Mes gardes tirent en l'air. Les camis s'égayent dans tous les sens. Arrivés au niveau des GIR, mes hommes dissimulent leurs armes, leurs voitures portent des impacts de balles. Le capitaine Salah Amr Chouch, chef du groupement d'intervention régionale de la gendarmerie, s'enquiert de ce qui vient de se passer, je le rassure. Des renforts de manifestants affluent notamment de Bellecour, où se trouve la mosquée Kaboul. Pour eux, c'est l'occasion ou jamais de monter en force sur la présidence, qui n'est pas très loin. Je recommande aux gendarmes de tenir bon et surtout de garder leur sang-froid. Je parviens à grand-peine à la présidence. Le général Arbi Belkhir et le président de l'Assemblée, Abdelaziz Belkhadem, sont là. En apprenant ce qui vient d'arriver, ce dernier téléphone à Abbas Madani. Je les laisse à leurs soucis et je retourne à mon bureau. Ce que je viens de voir en ville, les échos qui me parviennent de partout, n'incitent pas à l'optimisme. Je reste en liaison avec les différents commandements, surtout avec la gendarmerie fortement engagée, principalement place du 1er mai, et qui repousse encore tous les assauts. Coup sur coup, j'apprends que des membres des services de sécurité sont enlevés, emmenés à la mosquée Kaboul, interrogés et torturés en présence de Ben Hadj, et que le capitaine Amr Chouch, que j'ai vu quelques heures auparavant, vient d'être tué par une boule de pétanque métallique qui l'atteint en pleine tête. Le général Abbas Rzil me prévient que ces gendarmes ne peuvent tenir plus longtemps. Que va-t-il se passer s'ils sont submergés et si certains d'entre eux sont massacrés à l'instar de leur capitaine? Il ajoute que l'unité prise à partie dispose de 250 000 cartouches. Il n'a pas besoin de forcer sur le trait pour que je comprenne que nous allons vers la catastrophe. Où sont les décideurs? Le président s'est calfeutré à Zeralda. Hamrouch, qui n'en finit pas de voir sa boîte à Pandore expectorer ce qu'elle contient, est encore silencieux.
Pas pour longtemps, je devine. J'appelle le général Abdelmalek Gnezia, chef d'état-major, pour qu'il fasse venir à Alger les commandants de régions militaires. Il faut se préparer à toute éventualité. Je me rends encore une fois à la présidence. Le général Arbi Belkhir et Abdelaziz Belkhadem sont toujours là. Belkhadem, qui est pour l'heure l'interface du pouvoir avec les islamistes, après m'avoir écouté, téléphone à Abbasi Madani. Il lui demande de calmer la foule. Hassiba ben Bouali, d'accord, mais Kaboul ne dépend pas de moi, répond Abbasi. Les choses risquant d'empirer, je conseille au général Arbi Belkhir de déployer la garde républicaine autour de la présidence.